Quand j'ai signé mon contrat chez Ares, j'avais pris un papier. J'ai signé un contrat de 4 fights, 4 combats. Du coup, je fais mon premier combat, telle date. Deuxième combat, je le fais telle date. Troisième combat, telle date. Et quatrième combat, telle date. Et d'ici cette date-là, je vais être champion. Et ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, nous recevons Moustapha Diakhaté, un combattant invaincu à l'Ares FC, mais avant tout, un homme au parcours hors du commun. Originaire du Sénégal, il a grandi entre les rues de Dakar et les galères du quotidien. Très jeune, il apprend à se battre, non pas seulement avec ses poings, mais avec la vie. Avant d'entrer dans la cage, il a connu les boulots durs, les sacrifices ainsi que les remises en question. Son mental, il l'a forgé dans la rue, dans les ateliers de mécanique et à force de ne jamais rien lâcher. Ce podcast, c'est bien plus qu'un échange autour du MMA. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de transformer sa rage en discipline, son passé en moteur et son rêve en mission. Préparez-vous à découvrir un guerrier, un vrai, un homme qui veut marquer l'histoire et inspirer toute une génération. Je vous souhaite un bon visionnage. Déjà, mon premier combat pro, j'étais malade la veille. Ah ouais? Je me réveille, à 2 jours du combat, on rentre, je commence à avoir mal un peu. J'ai acheté du coca à boire pour voir si ça va arrêter ou pas, mais ça s'empire. Direct en arrivant aux urgences, je commence à vomir. J'étais aux urgences, ils ont pas voulu me prendre. J'étais tellement dans le mal, je suis tombé. Cette catégorie, vous avez un sérieux problème. Je vais être votre pire cauchemar. Dans mon essai, vous allez voir, au moment où je signais, d'écrire ça. J'arrive et je m'occupe du reste. Je dois rentrer en héros. En héros, ouais. Quitter de Moustapha, Mécanicien. de 16 ans, mécanicien. Et là, je rentre, je veux que le président même, il sorte pour moi. Comme quand vous avez gagné la CAN là. Exactement. De représenter, pour leur dire que j'ai été chercher quelque chose, je suis rentré, et faire comprendre aux jeunes que tout est possible dans cette vie, en étant dans le droit chemin, en ayant une bonne foi, et en écoutant les personnes qui sont là pour vous. Et je pense que c'est grâce à tout ça que je vais arriver à ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici nous accueillons au quotidien des personnes, des personnalités aux parcours inspirants. Ils sont là pour partager avec nous leur parcours, réussite, échec, tout ce qui vous permettra de vous améliorer, de faire de vous une personne meilleure. Aujourd'hui, je suis avec Moustapha Diakhaté. Moustapha, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Tout se passe bien? Ça va. Ça va. C'est un plaisir d'être là. Et allez, let's go pour le podcast. Plaisir partagé. Pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Bah, moi, c'est Moustapha Diakhaté, combattant professionnel en MMA à la Ligue Ares en France, la plus grosse ligue française. Et voilà. Ok. Je tape tout le monde actuellement. Dans une de tes précédentes interviews, tu disais que tu as appris à te battre dans la rue avant de découvrir le MMA. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu aurais pu en faire ton métier? En fait, moi, j'ai toujours aimé le taekwondo. Le taekwondo, c'était, en fait, quand j'étais plus jeune, vers mes 7-8 ans, et je voulais trop qu'on me mette dans ce sport-là. J'aimais trop quand je regardais des films comme ça, je suis heureux. En plus, tu as des grandes jambes. Hein. Voilà, j'avais, en plus, des fois, je me cachais, je m'entraînais et tout, avec certaines personnes qui ont déjà fait, qui avaient déjà fait ce sport-là. Mais, on n'a jamais voulu me mettre parce que j'étais vraiment un enfant terrible. J'avais un enfant vraiment hyperactif, qui se bat tout le temps dans la rue. Tu vois, des trucs comme ça. Du coup, j'ai pas su vraiment faire un sport de combat quand j'étais plus jeune. Mais je luttais beaucoup au Sénégal, quand j'étais au Sénégal, dans la rue, tu vois, avec mes amis. Et c'est comme ça que j'ai appris à lutter à me battre. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais un enfant terrible. Ouais. Pourquoi tu étais autant agité quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Je sais pas, je pense que chaque enfant a sa façon d'être. Chaque enfant a son caractère. Et moi, c'est mon caractère. J'étais quelqu'un de très nerveux. Ça veut dire que je m'énervais très vite. J'étais chaud, quoi, tu vois. Tu pouvais vite démarrer les gens. Vite. Mais pas, c'est que j'étais chaud, tu me dis un truc qui me plaît pas, vas-y, on va le régler, tu vois. À l'école, à chaque fois, il y a des convocations à gauche, à droite, c'est que j'étais nerveux. Et jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un de nerveux, mais avec les sports de combat, avec la maturité, j'arrive à me canaliser, j'arrive à faire la part des choses, et voilà. Et je pense que le fait d'être nerveux, ça fait de moi un très bon combattant maintenant. C'est un peu ta force. C'est un peu ma force, et parce que je suis quelqu'un de très calme maintenant.
C'est-à-dire, tu me vois poser tranquille. Je suis pas quelqu'un qui est très bavard. Je suis pas quelqu'un qu'on va entendre de loin, crier, parler ou se faire voir. J'aime bien la discrétion et voilà. Mm. La personne a changé. Ouais. Et justement, ce calme-là, d'où vient-il? Est-ce que tu fais peut-être de la méditation? Pas du tout mon truc. Moi, je prie, je suis croyant, je suis Ok. musulman, je prie, je fais tout ça. Mais je pense que c'est l'éducation aussi, ça joue. Que j'ai eu l'éducation de base que nos parents africains Mhm. nous ont inculqué. Le fait aussi de grandir, tu prends de la maturité, tu sais c'est quoi la vie et le fait les sports de combat aussi. Quand je me suis lancé dans le grappling, quand je suis venu en Belgique, c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin ça m'a canalisé. En fait, quand tu es plus jeune, en fait, tu as l'impression que tu dois prouver des choses à des gens. Moi, j'avais cette impression-là. En fait, une personne, il va me parler mal. Je vais lui montrer que, voilà, t'as pas à me parler mal. Je vais lui prouver que tu dois pas me parler mal. Et une fois que je me suis mis dans les sports de combat, je sais me battre, je sais faire des choses, des compétitions. Enfin, ça me fait rien si quelqu'un me parle mal. Je sais de quoi je suis capable. Enfin, je sais qui je suis. Et donc, il y a pas de réaction. Enfin, je suis calme. Je suis très calme. Je suis très posé. Et tu vas jamais me voir dans des embrouilles dehors ou... Mm. Enfin, si je te dis pas je suis combattant, tu le verras jamais. Ouais, tu es quand même impressionnant, hein. Mais je ne le montre pas, tu vois. Ouais. Il y a des combattants, tu les vois, leur façon de marcher et tout, ils s'ouvrent, on va, ils se la pètent un peu. Non, moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis trop dans le social. Si je vois des gens, je les parle correctement, comme des êtres humains normaux. Mm. Moi, mon personnage maintenant, je suis quelqu'un de très posé et je suis content d'être comme ça. Parce que les gens, ils m'admirent grâce à ça. Mm. Ouais. On va parler de... Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance au Sénégal? Ouais. À quoi ressemblait ton quotidien là-bas? Ok, moi, j'ai une enfance normale, comme tous les enfants qui ont grandi en Afrique, au Sénégal. C'est que moi, j'ai été éduqué par la sœur à mon père. Du coup, mon père, il émigrait vers l'Espagne. Et à ce moment-là, ma mère, elle était un peu jeune et moi, j'étais terrible. Si je te dis terrible, c'est vraiment terrible. Impossible que la daronne, elle gère. Du coup, on m'a donné à la sœur de mon père qui a mis toutes ces valeurs que j'ai maintenant. Grâce à elle que vraiment, je connais la vie, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Qui a mis les choses au clair, tu vois. Mm. Qui m'a remis un peu Dans l'ordre, dans quoi. le droit. Ouais. Du coup, voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait l'école là-bas jusqu'à mes 16 ans. Après, mon père, il était en Belgique. Et après, je l'ai rejoint. Et voilà, j'ai Mm. continué mes études. J'ai fait de la mécanique. Voilà, c'est comme Et ça. qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta jeunesse là-bas? Dans ma jeunesse là-bas, moi, ce qui m'a marqué, c'est que avant, j'aimais pas l'école, moi. Du coup, j'aimais pas l'école. Au moment où j'ai commencé vraiment à savoir c'est quoi la vie, c'est quand j'ai quitté l'école au Bled. Ça, je l'ai Ah, jamais dit. tu as quitté l'école? Ouais, avant Ok. de venir ici. Ok. Parce que moi, C'était en quelle classe? et on était en troisième secondaire. Ça veut dire troisième, BFM. Mm. J'ai fait une fois BFM, j'ai pas réussi. Mm. Je dis, allez, stop. Je sais pas si en France, c'est BFM aussi. Ici, c'est brevet. Brevet de Ouais. fin d'études Ouais, secondaires. brevet, ouais. Ok, du coup, j'ai fait ça, j'ai pas réussi. Allez, je dis, j'arrête. Tu allais frapper les profs là, ouais. Je dis, même pas, c'est que j'aimais pas l'école. C'est Ouais. qu'au lieu d'aller à l'école, moi, j'allais faire des trucs, j'allais lutter ou j'allais traîner dehors ou, tu vois. C'était pas mon truc, tu vois. Mhm. C'était pas mon truc. Parce que là-bas, en fait, ils généralisent, c'est que tu dois aller à l'école. Tu vois, l'enfant, il doit vraiment aller à l'école. Il doit faire du général. Alors que tout le monde n'est pas forcément Voilà, comme ça. moi, j'étais manuel. J'étais quelqu'un de manuel, tu vois. Et quand je suis venu en Belgique, j'ai fait de la mécanique. J'étais le premier de ma classe, tu vois. Ok. Alors que j'étais nul à l'école. Enfin, j'étais pas nul, mais je voulais pas. Ouais. Je voulais pas faire du général, apprendre des maths, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que cette transition où j'arrête l'école et je vais vers la rue. Vers la rue, c'est dans les garages au bled. Mm. Dans les garages au bled, c'est que tu fais face à la rue. Du coup, t'es libre. On te contrôle pas quelle heure tu commences, quelle heure tu finis. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, ah, là, je fais face à la vraie vie. À 16 ans, à 15 ans. Du coup, j'ai fait un an de mécanique dans des garages.
J'ai fait un premier garage, on m'a viré. Je voulais, Pourquoi? je voulais taper le patron. Ah, ok, Tu ok. vois. Le patron, il m'a dit, avant qu'il me tape, je vais le libérer, tu vois. Et puis après, j'étais dans un autre garage, le patron qui me traitait très très bien. Il m'apprenait vraiment bien le métier, qui me mettait dans de très bonnes conditions. Et, euh, Là-bas, je commençais à savoir c'est vraiment quoi la vie, c'est quoi avoir un métier. Là-bas, je commençais à aimer la mécanique Mm. avant de venir Tu ici. arrives à vivre de ce qui te donnait là-bas? Jamais de la vie. C'est fou, jamais. Là-bas, en fait, c'est qu'un enfant qui arrête l'école, qui va dans des garages, c'est, c'est un apprenti. Ok. Il apprend le métier. Oui. Du coup, toi, tu vas dans le garage pour être un apprenti. Le patron, il a pas l'obligation de te payer. Ah, carrément. Ouais, il a pas Ok. l'obligation de te payer. Toi, Ah. t'es comme un serviteur. Mm. Il a besoin d'une pièce, toi, tu vas aller acheter. Toi, t'as besoin, allez, il a besoin de manger. Toi, tu vas aller acheter. Ah, L'heure de manger. tu fais tout en fait. L'heure de manger, moi, j'étais là avec le gros truc, la marmite de riz. Je marchais pendant 30 minutes pour la porter au garage, pour que tout le monde mange. Ouais. Et je pense que c'est là-bas que je commençais à me forger, à être un vrai garçon, un vrai homme. Et je me plaignais jamais. Je me disais, voilà, je veux un métier. Et c'est ça, je suis destiné à faire ça. J'ai arrêté l'école, j'ai pas le choix. Et moi, vu que je savais que je veux être un enfant bien, je voulais me mettre dans le droit chemin. J'ai pas dévié, j'ai jamais tombé dans des trucs comme les autres drogues ou quoi. Moi, c'était le droit chemin. J'allais me travailler, je rentre chez moi, tranquille. Et quand je rentrais, les jeunes de mon âge, ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais tout noir avec mes vêtements sales et tout, Mm. tu vois. C'est mal perçu d'être, C'est mal perçu. de faire Tu ce sais type de comment métier. de faire ce type de métier. Tu te dis, voilà, t'es mécanicien, t'es dégueulasse, t'es sale et tout, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais tellement la conviction. À chaque fois que je fais un truc, moi, je sais que je vais y arriver. Mm. Je me dis, un jour, ces gens-là, ils se foutent de ma gueule. Un jour, ils auraient besoin de moi. Mhm. Un jour, c'est moi qui va les aider, tu vois. Et, alhamdoulilah. Ouais. Ouais, je vois. Du coup, ça m'a marqué un peu cette histoire où j'ai transité vers quelque chose que j'aimais pas et j'ai commencé à découvrir la rue. Ça m'a canalisé. Enfin, j'avais même plus le temps de me battre, tu vois. Mm. Je sortais à 8 heures du matin, je rentrais, il est 22 heures, 23 heures. Je rentre, je mange, je dors direct. T'es épuisé, ouais. Épuisé, t'es mort. Et j'étais jeune, tu vois. Mm, mm. C'est vraiment ça qui t'a formé, quoi. Ouais, ça m'a formé. J'ai fait face à la vraie vie tout seul, Mm. comme un grand, et j'ai vu le mauvais, j'ai vu le bon, et j'ai choisi le bon. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai suivi le bon chemin. Mm. Et j'ai été bien éduqué, donc l'éducation, il joue. Et voilà, après mon père, il m'a fait venir en Belgique. Et l'histoire continue. Ouais. Je continue la mécanique, tout ça. Mais c'est quand même, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même assez fascinant parce que tu as dit tout à l'heure que quand tu es venu en Belgique, tu faisais partie des premiers de ta classe. Ouais, parce qu'en Tu as fait, été premier avec la formation que tu as reçue dans les centres du bled. là-bas, ça n'avait rien à voir. Là-bas, moi, je travaillais dans des voitures vraiment antiquité, ancien, tu vois. Les vieilles voitures du bled, là. Des voitures du bled, les taxis Toyota, là, tu sais. Si. Où, en dessous, tu vois la route. Tu vois. Et non, c'est que ici, j'ai repris une très bonne formation. J'ai repris à zéro. C'est que je suis venu ici, on m'a remis dans des classes où moi, mon niveau, il dépassait cela. Niveau intelligence, du coup, moi, vu que, avant de quitter là-bas, j'étais carré, je savais ce que je voulais. Je savais que moi, je voulais réussir dans ça. Mm. J'étais à fond dans les voitures. Et du coup, je me donnais à 100% à l'école, je sortais pas. Quand je suis venu ici, je travaillais tout le temps. Et quand j'avais des pièces à finir à l'usinage, c'est en troisième secondaire, ici, j'avais des pièces et tout, tu vois, on fabriquait des tanks, des voitures à l'usinage et tout. Et je faisais tout bien, tout carré. Et les profs, ils m'adoraient Ouais. parce que je faisais tout bien. Et voilà, c'est... En vrai, même, t'aurais pu aller loin aussi dans ce domaine. Si tu t'étais donné, Ouais, continuer, en fait. ouais, j'étais vraiment un bon élève et que j'aimais vraiment ce que je faisais. Justement, à partir de ma quatrième secondaire, Ouais. je faisais deux cours. Genre, de 8 heures à 16h30, je faisais mon cours du jour en mécanique. Ok. De 17 heures à 23 heures, je faisais mes cours du soir en mécanique aussi. Juste pour réussir dans ce domaine. Du coup, je me donnais à 100%.
du lundi au vendredi. À partir de vendredi soir, je vais en Flandre, chez les Flamands, à l'usine pour travailler. Vendredi, samedi, dimanche, je vais m'entraîner. Tu vois. Du coup, tu t'entraînais une fois par jour, une fois par semaine. Une fois par semaine, je m'entraînais. À partir de ma 4e secondaire. Ok. Je m'entraînais une fois par semaine. Et après que ça commence, quand je suis arrivé en 7e secondaire, 6e, 7e secondaire, j'ai arrêté les cours du soir parce que j'avais mon diplôme. Et à ce moment-là, je donnais plus de temps à mon sport. Je donnais plus de temps à le sport et tout. Et c'est à ce moment-là que je commençais vraiment je m'entraînais déjà, j'avais déjà du potentiel, mais c'est à ce moment-là que je commençais vraiment vu que j'ai fini les cours du soir, maintenant mon activité, c'est le sport. Après l'école, je vais m'entraîner. À la salle. À la salle. Du coup, je commence à m'entraîner, bam, 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 je commence les compétitions. Et je commence ma première compète, médaille d'or. En grappling. Directement. Ah, t'as commencé en grappling. Ah bah oui, vu que tu faisais de la lutte. Moi, j'ai commencé par le grappling, le jiu-jitsu brésilien. La lutte t'a beaucoup aidé, la lutte sénégalaise. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai jamais été dans un club pour lutter au bled, mais tu sais, on lutte dans la rue. On apprend à lutter, tout ça, tu vois. Du coup, quand je suis venu ici, c'était facile, la transition. Et c'était naturel, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ma première compète, bam, médaille d'or, j'ai battu tout le monde. Après deuxième compète, médaille d'or, ainsi de suite. Ça a commencé. C'était facile. Enfin, j'ai travaillé dur aussi par rapport aux compétiteurs. Moi, c'est comme je t'ai dit, si je me mets sur quelque chose, je vais pas à 70%. Je vais à 100%. Je faisais des vraies préparations. Physiquement, enfin, je laissais rien au hasard. Et c'est ça qui faisait que j'étais au-dessus des autres. Et tu sais, dans le sport, en général, il y a deux types de profils. T'as celui qui est né avec un talent inné et qui aura un peu plus de facilité. Et t'as celui c'est vraiment le travail acharné. C'est comme la confrontation Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Toi, tu te mettrais où dans ces deux Moi, c'est le travail. Le travail. Je crois pas au talent. Le talent, c'est vraiment, allez, on va dire que c'est 25%. Ok. Du coup, 75%, c'est le travail. C'est le travail. T'as du talent et tu travailles pas, tu iras nulle part. On a vu des footballeurs qui ont du talent. Et alors, ils sont pas travailleurs. Ça fin de carrière à 28 ans, 27 ans, 30 ans. Et le talent, c'est bien. Mais il faut du travail. Moi, pourquoi je suis là, c'est parce que je suis un bosseur. Je travaille très, très, très dur. Et c'est grâce à mon travail que je suis là maintenant. Tu vois. Donc, moi, j'y crois pas au talent. Bah, ça existe, 25% du talent. Mais je travaille beaucoup. C'est le plus important. J'ai toujours travaillé dur. Comme on dit, le travail paye. Exactement. En fait, le travail, si tu travailles, tu seras récompensé. Jamais tu vas travailler et tu auras le contraire. Jamais. Jamais. Soit, réfléchissons dans notre vie, au moment où on a des échecs. Si on réfléchit bien, il y a un point qu'on a laissé au hasard, qu'on a négligé, qui pourrait nous être utile. Ça veut dire que le travail, c'est complet. C'est comme quand tu es au bureau, il y a l'hiérarchie. Il y a cette personne-là qui fait ça, fait ça. Il y a une personne qui est absente. On le sent parce que le travail, il avance pas. C'est bloqué. Et pour la personne, c'est pareil. Si tu veux faire quelque chose, par exemple, moi, je me prépare un combat. Allez, au lieu d'aller courir tous les matins, je dors. Et j'attends jusqu'à 14 heures pour aller à la salle. Et le gars qui se lève tous les matins pour aller courir, puis à 14 heures, il va à la salle. Et on va voir la différence, mon pote. Totalement. On va voir la différence. Totalement. Du coup, moi, je suis qualifié pour les gens qui travaillent. Ok. Franchement, c'est un très beau message. Comme ça, tous les flemmards, là, qui penseront que... les gars, les réseaux sociaux et tout, c'est beau, mais c'est pas la vraie. Faut travailler, les gars. Faut travailler. Faut travailler comme Abdoulaye Wade, il disait, un président du Sénégal. Toujours travailler, faut travailler, toujours travailler, encore travailler. C'est ça qui vous mène à la réussite. Sans travail, vous serez pas récompensé. Tu as fait de la lutte au pays. Tu ne t'es jamais dit que tu pourrais finir comme les bombardiers, tout ça là. Moi, ça paye bien, hein. J'ai vu des documentaires. Moi, je rentrais chez moi, je disais à mes parents, je veux devenir lutteur, ils allaient me tuer.
Tu sais, Ouais. avant, les parents, c'est école où tu vas chercher un métier. École ou métier, tu vois. Et moi, alhamdoulilah, j'ai eu des parents qui m'ont bien, je sais pas si je voulais être lutteur, si je serais là actuellement. Puisque là-bas, lutteur, c'est, enfin, un jeune qui suit que de la lutte. Enfin, c'est un peu, enfin, c'est pas mal vu, mais on doit, Compliqué. ouais, c'est compliqué. On va dire, un enfant, il doit étudier. Il Ouais. doit être correct pour ne pas être bête. Bon, ça, c'est l'Afrique en Ça, c'est général. l'Afrique, il doit aller à l'école. Du coup, moi, je savais lutter, j'étais très fort. C'est que j'arrivais à même des fois, moi et mon cousin, on marchait, on voyait des lutteurs lutter et tout. Lui, il avait tellement confiance en moi, il pouvait mettre son argent pour que je lutte avec ces gens-là. Ah ouais. Et je les mettais la galère. T'as déjà fait des combats comme ça? J'ai déjà fait des combats comme ça et je les bats. Je luttais vraiment bien là-bas. Ah ouais. Et j'étais connu pour le gars qui est connu pour le lutteur du quartier, tu vois, un peu à la veille de l'Aïd, on fait un grand tournoi entre potes et tout, et on lutte, on met de l'argent, Ah ouais, ok. et je rapportais à chaque fois, tu vois. La totalité. C'est ça, moi j'étais à fond dans la sauvagerie, tu vois. Là où il y a un truc comme ça, tu vas en lutte, si tu vas me trouver là-bas. Ah Et ouais. ça, du coup, beaucoup de gens, Blaise, ils disent souvent, ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne pas de lui. Ça m'étonne pas qu'il est devenu combattant. Ouais. Mm. Et du coup, parle-nous de ton passage en pro, Bah, en MMA. en MMA, avant mon passage en pro, j'ai eu un parcours en amateur. Enfin, comme je t'ai dit, j'ai d'abord eu un parcours en grappling. Ouais. Du coup, ça fait 8 ans au total que je fais les sports de combat. Ok. Ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans. Ok. Bientôt. Du coup, j'ai commencé par le grappling. J'ai fait des compètes. J'ai été 2 fois champion d'Europe. J'ai gagné aussi d'autres trophées. Du coup, il y a un moment, je me suis dit, ça y est. Enfin, je vais voir autre chose, tu vois. J'aime bien découvrir et tout. Du coup, j'ai commencé à découvrir le MMA tout doucement. Et vu que j'étais bon en lutte au sol, il me manquait le côté striking, boxe, pied-point et tout. J'ai commencé à faire de l'anglaise un peu à gauche, à droite dans la région. Puis après, j'ai rencontré mon coach de striking MMA actuel, Valon. À partir de là, il m'a pris sous ses ailes. On a commencé nos combats en amateur. Je gagnais, j'ai perdu une fois. Le reste, j'ai gagné, j'ai fait 7 combats. Et puis après, on se sentait prêt. Parce qu'à la fin, je gagnais tout le temps. Je gagnais tout le temps par KO. Et je viens de la lutte, pourtant. Ça veut dire que j'apprends très très vite. J'apprends très très vite et que mon cerveau, il capte. Je pense que c'est le plus dur, non? Quand tu fais du MMA, de gérer la lutte et le sol. La transition, ouais. Des fois, c'est dur pour certains. Ouais. Mais moi, vraiment, ça n'a pas été dur. Franchement, c'est que je suis quelqu'un je suis beaucoup à l'écoute, c'est que j'écoute beaucoup. Et j'essaie d'appliquer. Si au moment de quelque chose, j'essaie de l'appliquer en sparring. Si j'ai pas réussi à l'appliquer, je rentre chez moi, je dors pas bien. C'est que je retourne le lendemain. Ouais. Je retravaille dessus. Même si je suis tout seul, je retravaille dessus. Tout seul, dans l'air comme ça. Je fais du shadow, je place les positions, les trucs que le coach il m'a montré et je vais en sparring et c'est ça qui fait la différence. Et ça t'aide de t'entraîner tout seul? Genre, tu vois des résultats... Moi, je me suis forgé en m'entraînant tout seul. Tu vois, je me suis forgé, il y a une équipe derrière, mais moi j'aime bien la solitude aussi. J'aime bien être tout seul dans ma bulle des fois, déconnecté de tout ça et me parler à moi-même, me dire que voilà, t'étais là, maintenant t'es là, t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça. Je me parle à moi-même et ça, je pense que chaque être humain doit faire ça, se parler à soi-même parce que tu peux pas te mentir, tu peux pas mentir à toi. Ouais. Tu peux mentir aux autres, mais quand t'es seul à toi-même, tu sais faire la part des choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'aide beaucoup. Qui, je me dis, même si tout le monde me lâchait, moi, ma conscience me lâchera pas. C'est que j'aurai toujours ma conscience pour réfléchir, pour voir comment revenir. Et c'est pour ça que je pense que je suis solide mentalement. Ouais, je pense, et surtout que ça doit demander un niveau de concentration extrême. Ouais, moi, je suis quelqu'un, enfin, pour me déconcentrer, c'est pas facile. Quand je suis dans ma bulle, je suis dans ma bulle. Si je veux faire quelque chose, et personne peut, c'est dur de me retirer dans ça. Je suis têtu. Okay. Ça, c'est un de mes défauts. Je sais pas si c'est un défaut. Dites-moi si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis très têtu. C'est que ça veut dire, si je veux faire quelque chose,
je vais le faire. Et si je le fais, je vais y arriver. Hmm. Ouais, c'est Et la confiance. tu as confiance en toi, en fait. J'ai confiance en fait, une fois que je pense à quelque chose, je dors pas de la nuit, je pense à ça. Je me lève, je dis à la personne, je veux faire ça. Ah, t'es fou, comment tu vas faire ça? Je lui dis, je jure, je te jure, je vais faire ça. Et je vais le faire. Par exemple, je vais te donner un petit anecdote, faut bien garder ça. Et quand j'ai signé mon contrat chez Ares, Ouais. j'avais pris un papier avec, il y avait mon préparateur physique et tout. J'ai pris un papier, je lui ai dit, OK, j'ai signé un contrat de 4 fights, 4 combats. Du coup, je fais mon premier combat telle date, deuxième combat, je le fais telle date, troisième combat telle date, et quatrième combat telle date. Et d'ici cette date-là, je vais être champion. Et ça va se passer comme ça. Quand je serai champion, je vais te montrer ce papier-là. Ah Je ouais. l'ai jamais dit. Et ça Ok. va se passer comme ça. Inch'Allah. Je dis, c'est possible, mais il y a, tu vois, c'est possible, mais tu vois, il n'y a pas de mais. J'ai écrit, je l'ai gardé, et Inch'Allah, on va en reparler. Hmm. Ouais. Non, bon, moi, j'ai confiance. Ça va se passer. Mm. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés avant de passer pro? Ouais, beaucoup de difficultés, blessures, déceptions, défaites. Défaites? Ouais, j'ai perdu. En fait, moi, j'ai eu enfin, c'est une défaite en amateur. Ouais. C'est que c'était une manque d'expérience. Mon premier fight en amateur, j'ai perdu. C'est que je dominais le gars, je gagne tout le combat, mais je me suis tellement usé par manque d'expérience. Du coup, cette défaite, en fait, chaque défaite que j'ai eue, ça m'a appris des choses. Du coup, il y a cette défaite-là qui m'a vraiment appris à me canaliser en combat, calme, faire les choses bien, être prudent. Et il y a l'autre défaite, c'était, je gagnais le combat, mon épaule se déboîte en plein combat. Il se déboîte 3 fois, 3 luxations d'épaule. Hmm. Et j'arrivais quand même. À chaque fois, le coach, il le remettait, je revenais combattre. Tu vois. Et je gagnais le combat. Jusqu'au dernier round, il s'est retiré et là, je savais plus. Et il y a cette défaite-là aussi qui m'a fait de moi la personne que je suis maintenant. Ça veut dire qu'après cette victoire, après cette défaite, je suis resté presque 6 mois sans sport. Du coup, je suis resté chez moi. Moi, j'apprends vite. Hmm. Je regardais que des vidéos de John Jones. John Jones. John Jones. J'avais pris l'abonnement UFC Fight Pass exprès, je payais par mois. Ok. 10 euros. Du coup, moi, dans ma chambre, j'avais ma télé. Je regardais que ça. Je regardais que ça. Et pendant 6 mois, que du visio, tu vois, que des vidéos. Ouais. Tu analyses les combattants. techniques. J'analyse les techniques. Une Comment fois que je faire. commence à me rétablir, Ouais. je te jure, on dirait même pas que j'avais arrêté. J'avais évolué. J'arrivais à faire de très belles choses. Du coup, mon passage en pro, il s'est accéléré. Ouais. Du coup, après ma blessure, j'ai fait un combat, puis j'ai passé en pro. Ok. J'ai passé un combat, bam, KO. Et là, ça y est, on Ah. s'est senti prêt avec le coach, l'équipe. On s'est dit, allez, on va faire notre premier combat en pro. Ouais. Donc, en fait, ces 6 mois d'inactivité, en fait, t'ont quand même servi parce que quelque part, Ouais. tu travaillais mentalement. Mentalement, ça me travaillait beaucoup. C'est que j'arrivais à faire du sport, j'arrivais à nager, tu vois. J'arrivais à faire du vélo. Mais j'arrivais pas à pratiquer mon sport. J'arrivais pas à lutter. Ouais, ouais. Et même, j'ai même été voir des médecins. Ils m'ont dit, tu pourras plus lutter. Ah bon? J'ai dit, vous êtes des fous. Moi, je vais bien lutter même, tu vois. J'espère que tu allais les revoir, hein. Eh, même pas, je m'approche même plus là-bas. Ils m'ont, Quand ils vont voir tes vidéos, là, ils vont... c'est pas lui. Non, ils m'ont dit, tu vas plus lutter parce qu'en fait, c'était une vraie luxation. C'est que mon épaule, il s'est luxé 3 fois. Et c'était vraiment grave, tu vois. Luxation, c'est genre déboîté, hein. Des boîtes, ouais. Il sort. Tu vois, ici, il y a il sort du creux. En fait, c'est l'épaule, Ouais, c'est ouais, un ouais. muscle qui fait comme ça. Et moi, c'était sorti. Ouais. Tu vois. Ouais, Et, putain. du Ça coup, fait mal, non? ouais, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu vraiment mal. Et juste pour le remettre aussi, c'est dur. Et grâce à ça, enfin,
Mais toi, dans ta tête, tu t'es pas dit que ce serait la fin. Tu as continué En fait, d'avoir, je me suis dit, c'est une blessure comme une autre. Il y ouais, a des gens qui ont des plus graves blessures que ça. ouais, Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais très musclé je suis très musclé aux épaules. ouais. C'est que j'ai des C'est mon point épaules, fort. ouais, j'ai des épaules larges. Et vu que j'avais des muscles, vraiment, des vrais muscles à mes épaules, c'est que ça a accéléré la guérison. Ok, Du coup, alhamdoulilah, j'ai pas fait une opération. ok. J'ai suivi le kiné, tout ça, je commençais à nager, je commençais à faire des exercices tout seul. Et, euh, ça s'est passé comme ça. Après, directement après mon rétablissement, j'ai combattu direct. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as dit par rapport aux vidéos de John Jones, au fait de regarder, de penser, tout ça, c'est très intéressant parce que j'ai déjà vu des documentaires où tu as des sportifs de haut niveau. Je pense que même Mohamed Ali l'a déjà dit, c'est Mhm. qu'ils visualisent le combat avant d'y être. Et quelque part, je pense que ça aide. Oui, moi, chaque combattant, je pense, il doit vivre ce moment-là. C'est-à-dire que moi, avant de combattre, c'est que les dernières semaines, je dors pas, je dors quasiment pas. Et moi, je Ah suis un ouais, gros dormeur. ouais. Moi, je suis un vrai dormeur. Par exemple, Sous nuit blanche, quoi. ouais, des nuits blanches quasi. C'est que je Mais, cogite beaucoup, je pense au combat, en fait, je pense au combat, au scénario du combat. mhm, Je me dis, imagine, je lui fais ça, imagine, ça peut passer, imagine ça peut passer. Je mets des stratégies en place, ok, tu vois. ouais. Et j'ai un préparateur mental aussi qui m'aide beaucoup. C'est que, du coup, moi, j'essaie de ne pas sortir du combat. Mhm, Même quand je cogite pour le combat. mhm. J'essaie de mettre des stratégies que je suis sûr que je vais l'appliquer en combat. Et aujourd'hui, tu t'entraînes combien de fois Moi, je m'entraîne. en général? Par En jour, par général, semaine? je m'entraîne tous les jours, hein, sauf dimanche. J'ai qu'un seul jour de repos et j'ai 2 séances par jour. Et comment tu fais pour réguler ton poids avant les combats? Tu fais des cuttings ou Moi, je cut pas beaucoup. Je non? suis pas comme les combattants qui cut 10 kilos ou même plus. Moi, je cut que 2, 3 kilos. C'est que j'ai un régime très strict durant toute l'année où je mange vraiment bien. Je fais très attention à tout ce que je mange. Par exemple, moi, je combats en 93 kilos. Et là, je suis à 98, 99. Je prends pas beaucoup. C'est que j'essaie de modérer. Et j'aime pas le cutting, donc, j'essaie vraiment d'être tout le temps plus ou moins à mon poids. Et Ouais. comme ça, je suis bien régulier, je suis adapté à mon poids pour mon poids de forme, ça va être mon poids de combat. Quelque part, je pense que c'est mieux parce que cutting là aussi c'est dangereux pour la santé, il me C'est semble. dangereux pour la santé, c'est dangereux pour même le jour du combat. C'est dangereux, il fragilise ton cerveau, tout ça. Du coup, moi, j'aime pas vraiment le cutting. J'ai jamais vraiment fait un cutting. Enfin, je préfère faire un régime, perdre tout et j'ai que 2 kilos. Mm. 3. Du coup, c'est facile. Je me sens bien, bien fort. Et c'est ça qu'il faut Ouais. aller dans la cage. Il faut que je vais à 100%. Mm. Et tout à l'heure, tu disais que tu dormais pas. Les nuits blanches là, t'as pas peur que ça ait un impact sur ta performance? Moi, quand Ouais, je dors pas, perso, je suis tout faible, tout fébrile, toi. ouais, mais c'est que moi, je fais beaucoup de siestes. Ah, ok. Toi, sieste, c'est 30 minutes. Moi, je fais des siestes de 4 heures en temps normal. Ok. 4 heures de Ah. temps, 3 heures, ouais, je dors beaucoup. Du coup, la nuit, si j'arrive pas, c'est que la journée, je vais bien dormir. Et Mm. que la nuit, ça va, je vais dormir quoi, 4, 5 heures. Je vais pas réussir à dormir jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Mm. Je cogite, puis après, je dors jusqu'à 9 heures, tu vois. Et puis, quand je rentre de l'entraînement du matin, je dors, je récupère. Du coup, ça va et j'ai une bonne récupération. Je tourne pas à gauche, à droite. J'ai une bonne hygiène de vie qui est vraiment carrée. Mm. Et j'ai des professionnels pour ça aussi, pour bien structurer tout ce qui est sommeil, tout ce qui est repos. Donc Mm. vraiment, je récupère j'ai une très bonne hygiène de vie. Mm. Et juste par curiosité, ça mange combien de fois un combattant de MMA par jour? Enfin, il n'y a pas de nombre de fois, ça dépend de la personne. Ok. Moi, je mange 3 fois. Je suis Mm. pas un gros mangeur, mais je mange ce qui est nécessaire. Tu te permets le tchéboudienne encore ou c'est Ah chaud? oui, ça c'est quand je suis pas en préparation, ça, je peux manger n'importe quand, tu vois, et que des plats africains, sénégalais, je mange pas tous les jours.
Parce que j'en mange tous les 2 semaines ou tous les mêmes, une fois par mois. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en vrai, qu'on soit honnête, nos plats là, c'est pas forcément les meilleurs diététiquement parlant, non? C'est justement ça, on Ouais. voit que c'est gras et tout, donc Hmm. moi je fais vraiment attention à ça. Et quand je suis en préparation, je touche pas à ça. Ok. Ouais. Je vais aller chez les parents, du kebab et tout ça. Je dis, vas-y, mangez votre kebab. C'est Quand je suis dans mon truc, tu vois. Et, Ouais. voilà, j'ai ma nourriture que je prépare, je mange bien comme ça. Mon poids il descend tout doucement et comme ça le jour de la pesée, je galère pas à perdre du poids. C'est carré. C'est carré. J'ai jamais galéré à perdre du poids. Beaucoup de gens même ils me disent tu pouvais descendre dans la catégorie en dessous. Ça veut dire 84 kilos. Non, ça sert à rien. Et je pense que ça va être plus facile pour toi, non? Parce que Non. tu auras toujours la même énergie. Oui, mais pour perdre tout ça, vas-y. Moi, j'ai pas envie de... Flemme. Flemme, vas-y, j'ai encore quoi? Du coup, je dois cutter 10 kilos. Jamais. Non, je dois pas cutter. En fait, les gens qui cut, ils dorment pas la nuit, hein. C'est que toute la nuit, ils perdent du poids. De l'eau. Ils perdent de l'eau. Enfin, moi, j'ai besoin de mes heures de sommeil, tu vois. Ouais. Même si j'arrive pas à dormir, c'est que je suis posé, je fais mon cutting. La nuit, c'est dur parce que t'as soif, tu peux pas boire et tout. Hmm. Mais au moins, je suis posé tranquille. Je suis pas dans la chaleur ou en train de perdre du poids. Ouais. Pour moi, voilà. Non, franchement, si tout le monde pouvait faire comme toi, avec sa santé, là. Il y a la bouffe elle est bonne, hein. Le sucre, tu vois, boisson, coca, pizza, tout ça, c'est beau. Mais si on est combattant, faut faire des choix de vie. Ouais. Des choix de vie, ça dépend des combattants. Il y a des combattants, ça leur dérange pas de perdre 10 kilos, c'est bien. Hmm. Moi, je suis dans mon truc, je suis bien. Parle-nous de ton premier combat pro. Quand tu arrives sur la scène, tu vois toute cette foule-là, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es stressé? Comment est-ce que tu te sens? Ah ouais, déjà, mon premier combat pro, j'étais malade la veille. Ah ouais? Ouais. Tu avais quoi? J'ai en fait, justement, pour le perdre de poids, vu Oh. que moi, j'aime pas faire du cutting et tout, c'est que j'étais dans un magasin, enfin, médical et tout, certifié. On a trouvé des médicaments pour perdre de l'eau dans la nuit. Ok. Du coup, moi, j'ai pris ces médicaments-là. Je sais pas si c'est ça, ou je sais pas parce que j'ai mangé chinois la veille. Du coup, c'est entre les deux. Ouais. Du coup, j'ai été manger chinois avec mon coach. Ok. Tu vas Pokéball et tout. Ouais. Et j'avais pris le médicament avant de dormir. Ok. Je me réveille. Non, c'était à 2 jours du combat. Je me réveille. À 2 jours du combat, mon ventre, vas-y, laisse tomber. Ouais. Ça commence à avoir des petits trucs. Je commence à avoir mal un peu. Ouais. Je me dis, aïe, ça, c'est pas bon, ça. Ça commence mal. Ça commence mal. J'ai été chez le coiffeur, coupé. J'ai acheté du coca à boire pour voir si ça va arrêter ou pas. Mais je dis ça s'empire. Je rentre chez moi, dans mon lit, impossible de rester couché. Du coup, je vais À ce point? à ce point. Ah ouais. 2 jours du fight, je vais aux urgences. Direct en arrivant aux urgences, je commence à vomir. Et Baby. En plus, je mangeais rien avec là, c'était un cutting forcé, là. Voilà, là, j'étais au poids naturel. Je vomis tout ce que j'avais, tu vois, diarrhée, vomissement. J'étais aux urgences, ils ont pas voulu me prendre. Ah ouais? Et parce qu'il y avait trop de gens. Ouais, ils ont jugé que c'était pas... J'étais tellement dans le mal que je me suis épanoui, je suis tombé. Je te jure, je suis tombé comme ça. Ah ouais. Ils sont venus me prendre direct. Du coup, je vous conseille, quand vous avez mal aux urgences, tombez. Ils vont prendre direct. Et je suis tombé et tout, ils sont venus et tout. Si, il est lourd, il est balèze, comment ça se fait? Ah, vas-y, prenez-moi, je veux juste du morphine. Comme ça, je sens plus cette douleur. Ils m'ont dit, qu'est-ce que t'as et tout. J'ai dit, mettez-moi des antidouleurs, j'ai trop mal, je vais rien entendre. Après, je vous explique. Non, avant de te mettre des antidouleurs, faut qu'on te fasse des prises de sang, et ainsi de suite pour voir c'est quoi. Je dis, je ne peux pas attendre, mettez-moi des antidouleurs. Ils m'ont mis un truc antidouleur, ça commence à calmer, du coup j'explique comment ça se passe et tout. Ils ont fait un radio, scanner de mon ventre, ils ont vu qu'il y a rien. Enfin, je suis resté toute la journée, ils m'ont mis des antidouleurs, ils m'ont donné des médicaments. Et il y avait un moment, ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient. Mon père, il vient, toute la famille, mes coachs, il me dit, le combat, faut annuler. C'est fini, c'est ce qu'il se Moi, disait. c'était mon premier combat pro, 3 mois de préparation. Ouais. Je me suis dit, je me dis, non, C'est pas possible. c'est pas possible. J'ai dit, attends, annulez pas. Annulez pas. D'ici ce soir, si ça va pas, vous annulez. Et du coup, d'ici le soir, vers 23h,
ça commence à aller. On nous laisse, on sort et tout. Après, même en arrivant chez moi, j'essaie de faire du shadow pour voir si ça va et tout. Du coup, j'ai dit, annulez pas le combat, je vais faire le combat. Ils m'ont dit, non, t'es fou, t'es faible. On me tape, on me donne un coup, je tombe. Vas-y, tu ne peux pas faire le combat. C'est ton premier pro, tu dois rassurer, donc faut mieux que tu sois à 100%. Je dis, je vais faire le combat. Ok, on confirme le combat et tout. Le jour du combat, je viens. J'étais malade, frère. Mon ventre, il y avait des crampes. Tu vois, quand t'as mal au ventre, t'as vomi, t'as des crampes au ventre. Et moi, je viens le jour du combat. C'était à chez moi en plus, à Mons. À domicile. À domicile, il y avait toute la famille. Et je viens le combat, tac, tac, bam, je touche. Moi, en fait, j'étais dans l'optique où je vais le finir au premier round. Si ça dépasse le deuxième round, je saurais pas tenir parce que ouais, bah, tu tiendras pas, ouais. Du coup, le gars, il s'est senti en danger, il a été en lutte. Et moi, je suis bien en lutte, mais j'étais faible. Du coup, il a essayé une clé de cheville, j'ai réussi à me relever et tout. Et bam, je le sonne au premier round et le temps, il est fini. Au deuxième round, on revient. Bam, high kick, il tombe. Et j'y croyais tellement pas que j'ai sauté sur la cage, je suis tombé une de ces façons. T'auras la vidéo. Tu pourras le mettre en dessous. Je suis tombé une de ces façons, parce que j'y croyais pas. En fait, je me suis dit, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Encore un côté qui me dit, je suis têtu. Ouais. Et j'ai réussi. Encore réussi. J'ai quand même raison. Que si je peux le faire quelque chose, si je veux faire quelque chose, je peux le faire. Mais t'as pris un risque, hein? J'ai pris un méga risque. C'était un vrai risque parce que ça, c'est le premier. Et les gens ne retiennent que la première image. C'est ça. Ils retiennent que soit si t'étais malade ou pas, ils s'en foutent. Ouais. Et du coup, voilà, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la victoire. KO dès le début du deuxième round. Et voilà, je me dis, deuxième, il est mort. Le deuxième, c'est au moment où t'étais venu, ton gars. Je dis, le deuxième, il est mort. Là, je suis à 100%. Là, t'étais en pleine forme, là. Ne me parlez pas de technique, ne me parlez de rien. Je veux juste l'arracher sa tête. Et du coup, bam, bam, 16 secondes, le combat, il est fini, tu vois. Ouais. 16 secondes, le combat, il est fini. Et après, j'ai signé un contrat chez... Avant ça, j'ai galéré à combattre parce que, enfin, il y avait pas d'orga en Belgique. Okay. Du coup, j'ai galéré un peu, on tournait un peu à gauche, à droite. Je suis resté 6 mois sans combattre. Et après, on a signé CRS. CRS. Ouais, on était en discussion avec d'autres gars, mais on a signé CRS. Et à ce moment-là, j'ai même laissé un texte avant de combattre. J'ai dit, cette catégorie, vous avez un sérieux problème. Je vais être votre pire cauchemar. Dans mon essai, vous allez voir, au moment de signer, d'écrire ça. J'ai écrit ça. Et, je vais être votre pire cauchemar. Je vais être votre pire cauchemar, les gars. J'arrive et je m'occupe du reste. Ça va. J'arrive. Ah, les gens ne le prenaient pas au sérieux. Maintenant, ils commencent à... Ah, maintenant, là... J'espère que... Ils ont vu. Ils me prennent au sérieux maintenant. Ils ont vu. Mais toi, c'est... Avant le combat, est-ce que c'est un objectif pour toi de te dire, bon, lui, je vais le finir en tel nombre de secondes? Non. Mohamed Ali, il aimait bien faire ça. Oui, mais non, peut-être. Mes coachs, ils me parlent beaucoup avant de monter. Cherche pas le chaos. Cherche pas le chaos. Le chaos, si tu le cherches, ça viendra pas. Du coup, moi, c'est, à partir de mon deuxième combat, c'est que je commence à bien faire les choses. C'est que j'arrive à vraiment bouger, essayer de toucher. Et quand je touche, et là, je te lâche plus. Là, je te finis. Donc, en fait, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Si tu vois mon premier combat à l'ARES, avant d'enchaîner les coups, il est touché avec un overhand avec la droite. Et à ce moment-là, je sais que le gars, il va jamais revenir et il faut le finir. Les gens, ils aiment bien du spectacle. À ce moment-là, je me suis fait plaisir, des coups de genoux sautés, des coups de coude, tu vois, les percutes à la fin. Ouais. Les gens, ils aiment bien et c'est ça qui a fait le hype, hein, on va dire. Ouais. C'est que c'était du vrai, c'était de la sauvagerie, tu vois. Sale. Ça, les gens, ils aiment bien ça, tu vois. Et les deuxièmes combats, la même chose. Chaque combat, je gagne de l'expérience. J'étais calme, posé, j'avais une stratégie, j'ai posé une stratégie. Et voilà, ça a marché. Je savais que le gars allait foncer sur moi, il allait être frustré. Et moi, j'aime bien quand la personne est bien. Et bam, je le touche avec mon bras avant. Et je l'ai fini avec 2 grands endpoints. Pour avoir fait beaucoup de recherches sur toi, moi je pense que ta force c'est ton calme et ta sérénité. Ouais, je pense aussi. Parce que tu vois beaucoup de combattants même qui sont super agités et tout ça, mais ouais. Moi je suis très posé, même quand je parle en conférence de presse avant le combat, je suis très posé, c'est que je viens, je te dis voilà. Et c'est un truc que je vois avec Francis aussi.
Ouais, ouais. Les poser aussi. C'est que moi, je viens, je suis posé, tranquille, je te dis que je me suis bien entraîné, que demain, moi, je suis sûr que demain, il y aura ça, ça, ça. Et ça va se passer exactement ça. Hmm. Ouais. Non, c'est fort, c'est fort. On va faire en sorte d'être calme, posé comme toi là, Ah, pour aller écoutez, loin aussi. chacun a sa façon d'être. Moi, c'est ma façon d'être. Je suis quelqu'un de très posé. Et ça veut pas dire forcément que vous devez être pareil. C'est, chacun a son truc qui va bien avec le personnage. Hmm. Moi, c'est que je pense que ça fait ma force, le fait que je suis calme. Ça fait ma force et ça fait que les gens, ils t'aiment bien. Ils ont dit, et quand les gens te voient, ils posent tranquille, avec une voix, on dirait, comme ça, comme les gens disent dans les commentaires, la voix, elle va pas avec le corps. Tu vois? Parce que les gens, ils te voient méchant, ils s'attendent. Et quand je parle, je dis, oh, c'est quoi cette voix douce? Tu vois? Et du Ouais. coup, voilà, cette voix, voilà, je suis posé, je parle tranquille, j'ai pas besoin de crier pour qu'on m'entende, et voilà. Hmm. Du coup, t'as explosé sur la scène pro avec 4 KO, 4 combats. Est-ce que toi, tu t'attendais à un démarrage aussi fulgurant? En fait, je savais que j'allais faire mal. Je savais qu'une fois que je monte en pro, c'est que moi, une fois que j'ai mon combat pro à 3 semaines, j'ai arrêté de travailler. Genre, moi, je suis mécanicien, comme je te disais, c'est que j'ai arrêté le travail. Je me concentrais à 100%. Du coup, moi, quand j'étais un amateur, je me dis, imagine, je suis un amateur, je travaille de la journée de 8 à 16 heures, 17 heures, et je prends la route, juste de Mons à Bruxelles, 1 h 15, des fois 1 h 30 avec les bouchons, et je gagne quand même, je les tabasse. Imagine, j'arrête le travail, je me concentre à 100%, je m'entraîne matin, soir. Je pourrais pas résister. Hmm. Et je me suis donné cette idée-là, je me dis non, en pro, faut que je vive de ça, faut que j'arrête de travailler, faut que j'essaie de vivre à 100% sur ça, Mhm. m'entraîner comme un vrai professionnel. Et tu vas voir, personne pourra me résister. Hmm. Voilà. Et tu as dit que tu veux être le premier Sénégalais à atteindre l'UFC, à aller en UFC. Allez à l'UFC. Qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est un accomplissement? Beaucoup de choses, c'est plus qu'un accomplissement parce qu'on voit beaucoup de pays africains qui sont à l'UFC. On voit des Camerounais, Francis Ngannou, on voit des Nigériens, Israël Adesanya, Kamaru Usman, Nigérien. On voit beaucoup de Sud-Africains aussi. Hmm. Et au Sénégal, c'est connu pour un pays qui a un sport traditionnel comme la lutte. Ouais, Et on voit les Russes qui dominent l'UFC, c'est des lutteurs. ouais. Et du coup, ça va être un réel immense plaisir pour représenter ce peuple dans la plus grosse ligue mondiale Mhm. et d'être là-bas en tant que Sénégalais. Et moi, je pense que je suis jeune et j'ai encore le temps et je sais qu'un jour ou l'autre, je serai là-bas et je vais les représenter fièrement. Ouais. Parce que moi, ma force, que ça soit sur les réseaux ou partout, c'est aux Sénégalais. Ouais. Ils sont comme ça, ils me donnent de la force sur les réseaux. Et c'est incroyable tout ce que je vois sur les réseaux. Du coup, moi, j'ai envie de les représenter au très haut niveau. Au très, très, très haut niveau. Hmm. Ouais. Même lors de tes combats, mon ami qui allait te voir justement, il me disait qu'il y avait toute une animation, Ouais, les tambours. des Les tam-tams. tambours, ouais, des Ils sont toujours avec tam-tams. moi. Et Même là, à Paris, ils étaient là. ouais, le dernier combat, j'avais vu, il y avait J'avais des vu. vidéos des gens qui étaient Ouais, là, ils tout sont ça. toujours là. C'est incroyable, hein? Moi-même, c'est pas, quand je faisais du grappling, cette même équipe, ils venaient me supporter Ok. à Bruxelles. Et Ok. les gars, je combat à l'Adidas Arena à Paris, ils sont Ouais. encore là. Et je suis toujours avec ces personnes-là. Moi, avec ces personnes-là, c'est les personnes que je vois régulièrement. C'est-à-dire que c'est les gens, et ils sont plus âgés et tout, mais c'est des gens avec qui j'aurai toujours un lien, toujours un respect envers ces gens-là. Ils étaient là dès le début. Ils croyaient en moi. Et même jusqu'au très haut niveau, ils seront là. Et les gens, ils adorent le spectacle qu'ils font. Et moi, c'est lié à mon personnage aussi. Hmm. Si tu me vois combattre, tu vois l'Afrique typique. Ouais. Et je représente l'Afrique, je représente le Sénégal. J'ai envie de montrer c'est quoi la culture africaine. J'ai envie de montrer c'est quoi les valeurs du pays. Nous, on peut être bon en combat et bien représenter notre pays. Hmm. Sur tous les plans. Ça veut dire, voilà, j'ai un chapeau, le chapeau que je mets, Ouais. le collier que je mets,
tout ça, c'est pour montrer que, en fait, on a des bonnes valeurs et il faut pas oublier d'où l'on vient, parce que c'est très, très important. T'oublies d'où tu viens, tu vas t'attacher à autre chose. Et une fois que tu t'attaches à autre chose, C'est fini, tu es en train t'es en train de te perdre. du coup, moi, le fait que je me donne cette image-là, que moi, je suis un Baïfal, c'est une personne disciplinée, qui écoute, qui fait bien les choses, qui est pieux, propre sur lui-même et qui exécute l'ordre des plus anciens, c'est-à-dire ils font tout pour le cher. Et moi, je suis un Baïfal. Et le fait de montrer ça, j'ai pas droit à l'erreur. À l'extérieur, ils doivent pas me voir n'importe où parce que j'incarne cette image-là. Ils doivent pas me voir, enfin, dire des choses ou voir certaines images de moi. Ouais. C'est pour ça que je suis beaucoup aimé par les Sénégalais parce que j'incarne quelque chose que peu de Sénégalais auraient peut-être la complexité de faire ça. Du coup, moi, je suis venu en mode, moi, je suis un Baïfal. Et depuis mes combats à grappling, je venais comme ça. Ok. Et je viens le chapeau, je mets mes colliers, La teinte. la colo, Ouais. pour changer un peu, tu vois, pour montrer que je viens pour abattre. Ouais. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Et en fait, tout ça, ça vient d'où? En fait, il y a les lutteurs aussi qui mettent souvent ça, mais moi, je l'ai pris vraiment des Baïfal. Les Baïfal, c'est les gens qui travaillent pour le cher. Tu vois, moi, je fais partie de la confrérie Mouride. Okay. Mouride, c'est une confrérie au Sénégal, tout bas. Ah, voilà. ouais, Cheikh Amadou Bamba. Amadou Bamba. Ouais. Du coup, lui, il avait une discipline qui s'appelait Mam Cheikh Ibra Fall. Ah, tu viens de là? Voilà. Okay. Du coup, moi, je viens du tribune de Cheikh Amadou Bamba. Et son discipline, Mam Cheikh Ibra Fall, lui, il pouvait mourir pour le Cheikh Amadou Bamba. Du coup, il était là pour apprendre les gens comment respecter le Cheikh, comment respecter les plus vieux, comment respecter les plus anciens. Ah, un jeune, il doit pas faire ça. Un jeune, il doit faire ça. Un jeune, si tu veux réussir, tu dois suivre ce chemin-là. Et pour suivre ce chemin-là, faut faire ça, ça. Du coup, moi, j'apprends à travers ces confréries. Moi, je suis un Baïfal, je le dis haut et fort, et je le montre. Pour être un Baïfal, faut le montrer dans tes actes, dans ta façon de parler, dans ta façon de te poser, dans ta façon de te comporter avec les gens, et dans la façon où tu t'agis en cas d'énervement, quand t'es énervé. Tout ça, c'est lié à tout ça, si tu vas dans le Coran, c'est, quand t'es énervé, tu dois te comporter comme ça. Quand t'es avec des personnes, tu dois les respecter. C'est un mode de vie. C'est voilà. Par exemple, tu vas pas te sentir supérieur aux gens. Reste toujours les pieds sur terre. Et le fait d'avoir cette éducation de Baïfal, ça fait que moi, les gens, ils m'adorent parce qu'ils se disent, ah ouais, c'est un Baïfal. En fait, ils te voient, ils te rencontrent. Bah, toi, tu l'as dit. Quand tu m'as vu sur les réseaux, tu te dis, purée, c'est un méchant, lui. Et en vrai, rien à voir, tu vois. Ouais. C'est que, voilà, je suis un Baïfal. Ok. Très, très, très intéressant. Ouais. C'est quoi pour toi un combattant accompli? C'est juste des titres ou c'est autre chose? C'est un total, en fait, tu t'arrives à la fin de ta carrière, tu te dis, ah, je pose mes gants, je suis faire ça, je suis allé jusqu'au bout de mes rêves. Parce que pour aller jusqu'au bout de tes rêves, tu auras des hauts et des bas. C'est que moi, je vais aller à l'UFC, je vais être le premier Sénégalais à aller à l'UFC, je vais être le premier Sénégalais à décrocher la ceinture de l'UFC. Donc moi, par exemple, j'ai un accomplissement que depuis que je suis là et je mets à 100% dans le sport, je m'étais fixé. C'est-à-dire que je retournerai pas dans mon pays sans une ceinture mondiale. Ok. C'est donc tant que t'as pas ça, Tant que j'ai pas ça, je rentre pas. tu rentres pas. Non. Non. C'est une sacrée déclaration. Ouais. Ok. Et je m'approche petit à petit de mon objectif. Et derrière, t'as vraiment envie de rentrer. Du coup, tu vas faire en sorte. Bien sûr, j'ai envie. Tu vas faire en J'ai sorte envie d'aller de voir, parvenir. voilà mon pays. Ouais. Je vois tout le monde y aller, tu vois. Moi, je me dis, ah. Tu vois, les gens se balader sur la corniche. C'est ça. Je me dis, ah. Mais quand je rentre, je dois rentrer en héros. En héros, ouais. Quitté de Mustapha, un petit Mécanicien. de 16 ans, mécanicien. Et là, je rentre, je veux que le président même, il sorte pour moi. Comme quand vous avez gagné la CAN, là. Exactement. Ah ouais. Ouais. Si. Non, mais
Franchement, nous, on est derrière toi et Du coup, on ma espère. première ceinture mondiale, que ça soit à l'ARES ou l'ADC, je serai dans mon pays, de représenter pour leur dire que je suis rentré, j'ai été chercher quelque chose, je suis rentré et faire comprendre aux jeunes que tout est possible dans cette vie. J'étais pas parti pour ça, mais je suis quand même rentré avec ça. Mm. Ça veut dire que le destin, il est pas entre nos mains, il est dans les mains d'Allah. Dieu, hein. Et donc voilà, tout est possible en étant dans le droit chemin, en ayant une bonne foi et en écoutant les personnes qui sont là pour vous. Mm. Et je pense que c'est grâce à tout ça que je vais arriver à ça. Mm. Totalement. Et en fait, vous les Sénégalais, j'ai fait une remarque, vous êtes très attachés à la culture. Ouais. Même d'ailleurs, petit clin d'œil à Tening de Pacao. Ah, Même c'est grâce à elle, je pense qu'il nous a mis en ouais, contact. même le truc qui se fait là. Ouais, c'est ça, il a insisté, il dit, faut que t'ailles, c'est mon gars. Je dis, Eteneng, moi, je connais pas. Il m'a dit, non, faut que t'ailles et tout. C'est une bonne personne et il a fait un truc pour moi et tout. Je dis, ah, Eteneng, je vais y aller. Allez jeter un coup d'œil sur sa page. Ouais, Elle fait de très belles tenues. c'est une très bonne personne que j'apprécie beaucoup et que je donnerai toujours ma force et que c'est une jeune qui fait tout pour la culture africaine. Et moi, je fais la même chose, mais différemment. Et du coup, moi, je suis à 100% avec elle sur tout ce qu'elle fait. Prochain combat, elle va m'habiller. Restez connectés. Inch'Allah. Et il y aura des belles choses qui vont arriver, elle va m'habiller. Inch'Allah. Restez connectés. Allez voir, elle va ouvrir sa boutique et tout. Ouais. Ça va être du lourd. Totalement. Du coup, tu tiens vraiment à être habillé en tenue sénégalaise, même quand tu fais tes apparitions, parce que Tening, c'était pour Canal+, je pense que Ouais, pour quand Canal+. t'avais habillé, Ouais. Toujours. Toujours. En fait, j'ai mon image. Et mon image, je représente l'Afrique, je représente le Sénégal. Et je me sens bien. C'est que je suis pas complexé d'aller dans la plus haute des scènes, mettre ma tenue. Une tenue qui a été cousue dans mon pays. c'est une fierté. Ouais. C'est une fierté. Les gens, ils disent, waouh, c'est beau. Ça me fait plaisir. Et que ça change aussi. Tu vois, des fois, on est tout le temps là, les combattants, ils viennent. Et moi, je pense que le fait que j'ai ce personnage, ça aussi, ça fait partie. Je viens avec moi, mes 3 pièces, tenue, boubou, tout ça. Ouais. Ça incarne quelque chose. Je viens avec de l'autorité. Je fais mes conférences de presse, ils voient avec le boubou, ça prend de la place. Tu viens, tu t'affirmes. Viens avec de l'autorité. Ils se disent, lui, Il est pas venu pour rigoler. voilà, lui, c'est quelqu'un. Et pour être un champion, faut vivre comme un champion. Et moi, je vais être un champion. Faut que je vive comme un champion. Je montre à tout le monde que vous devez me respecter. Que vous le voyez, que vous le vouliez ou pas, vous allez me respecter. Du coup, moi, je vais mettre les trucs de mon pays et vous allez le respecter. Que vous l'aimez ou pas. Non, le message, il est très fort. Il est vraiment très fort. C'est ça, on a chacun son truc. Tu vois les Dagestaniens ou les trucs. Ouais, avec les chapeaux, les Brésiliens ou quand ils combattent, ils viennent avec leurs trucs de leur pays, tout fiers et les gens, ils aiment bien. Pourquoi nous, Africains, on doit subir toute notre vie? Nos parents, ils ont subi toute leur vie. Nos grands-parents, ils ont subi toute leur vie. Et nous, on vient, on veut subir. Pourquoi? Non, faut que ça c'est à nous de relever la culture, de montrer que l'Afrique, elle a ça, parce qu'en fait, jusqu'à présent, les gens font semblant sur l'Afrique. Ils font semblant de ne pas voir ce qu'il y a en Afrique. Et c'est là-bas qu'il y a les plus belles choses de la vie, tu vois. C'est là-bas que ça se passe, les choses. C'est pour ça que les Occidentaux se sont retrouvés en Afrique. Non, du coup, faut être fier de ce qu'on a. Si chaque combattant africain faisait comme moi, il sortait les trucs de son pays, et les gens vont mettre plus de respect dans le continent. Et quand tu parlais même du mode de vie Baïfal, moi ça m'a refait penser à quelque chose que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est Crépin Diatta. Récemment, j'ai vu même que lui aussi il était rentré. Tu vois, c'est qui Crépin Diatta? Ouais, je vois l'international sénégalais. L'international sénégalais. Il a été rentré aussi pour faire des trucs en lien avec sa culture. Ouais, c'était magnifique. Vous êtes vraiment très attachés. Ça se perd, hein, en Afrique. Ça se perd. Et maintenant, le peuple, il voit qu'il y a même des internationaux qui font ça, des combattants qui font ça. Du coup, le pays, il est fier. Moi, si j'entre sur TikTok ou sur Insta, je vois des trucs de tradition comme Crépin Diatta, je suis content. Je dis, wow. Par exemple, la tradition que Crépin, il faisait là, moi, je connaissais pas. Ok. Ça m'a permis de le découvrir. Ouais, même moi, parce que c'est dans un autre pays, dans un autre endroit.
c'est dans le sud du Sénégal et tout, tu vois. Du coup, ça fait que moi, je connaissais pas. Et ça m'a fait, je me dis, allez, l'année prochaine, j'attends qu'il fait ça avec, moi aussi, quand je vais au Sénégal, j'ai envie d'aller là-bas, faire la même chose, tu vois. Ouais. C'est beau, donc, c'est très intéressant de voir des personnes comme ça, des personnes Proche de la comme ça, culture. proches de leur culture. Est-ce que tu penses que si en Afrique on avait les infrastructures adaptées, on serait aussi vu que les Daguestanais par exemple? Ouais. Bon, par exemple pour vous, votre cas, les Sénégalais, Dans si le- vous aviez des infrastructures vraiment bien adaptées pour ça, Ouais. Enfin, est-ce qu'il y en aurait plus? tu vois, les Dagestaniens aussi, ils ont pas, enfin, une vie en mort, hein. Là-bas aussi, c'est pas facile. Ils se battent pour arriver à l'UFC. Ils sont pas des pays hyper, il y a eu la guerre Ouais. là-bas. Nous, Sénégal, alhamdoulilah, on n'a jamais connu de guerre. Tu vois, eux, ils ont grandi dans la guerre, tu vois. Et, ils se sont battus pour arriver là. Et eux aussi, ils se sont battus pour arriver là. Nous aussi, on peut se battre pour arriver là. Et c'est différent parce que eux, il y a le sambo. Le sambo, ça colle plus au MMA que la lutte sénégalaise. Du coup, il y a le sambo qui colle plus au MMA que la lutte sénégalaise parce que le sambo, eux, ils savent faire du sol et tout, tu vois. Et le MMA et la lutte sénégalaise, c'est juste debout. Du coup, ce qu'ils devraient faire, c'est l'infrastructure. Moi, si j'allais investir, c'est quelque chose que je vais faire plus tard, c'est que former des jeunes pour la lutte sénégalaise et pour le MMA adapté. Ça veut dire que ils vont le matin faire de la lutte, le soir ils viennent faire la suite. La suite c'est quoi? C'est le sol. Une fois que tu amènes quelqu'un au sol, comment le contrôler, les positions qu'il faut prendre, Les clés, tout ça. les clés, tout ça. Et ça c'est hyper important. Imagine tu formes un enfant de 16 ans bien comme ça. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, Ça sera un monstre. le mec, il aura la dalle Ça sera un monstre. qui est complet, qui savent boxer bien et qui va le retenir. Beaucoup de combattants africains, le problème, s'ils sont pas sénégalais, le problème c'est la lutte, ils ont pas de lutte. Et imagine, nous on a la lutte, plus on a un bon sol, plus on est bien debout. Et ça va être, moi je pense que il faut, comme c'est pour ça que je veux à tout prix aller à l'UFC. Montrer le bon exemple, être en référence au Sénégal. Les jeunes se réfèrent, se disent, ah, je dois faire ça. S'ils entendent ces podcasts-là, ils ont dit qu'ils ont vu là où j'ai passé par le grappling, j'ai passé par après j'ai fait de la boxe anglaise, JJB, etc. Ils se disent, ah, moi je vais essayer de faire comme lui, etc., etc. Étape par étape. Étape par étape. C'est pour ça que moi je vais aller là où il y a les meilleurs, à l'UFC. En plus, ouais, effectivement, nous on a un peu ce manque-là dans les sports de percussion. Tout ce qui est boxe, tout ça, on en a un peu moins en Afrique. Ouais, Striking, tout ça. Ouais, c'est un peu moins et ils ont pas aussi tous les moyens pour intégrer des clubs pour payer ou des trucs comme ça. C'est compliqué des fois aussi. Et aussi des fois ils veulent aller trop vite, mais il y a des lutteurs qui veulent faire leur transition aussi de la lutte sénégalaise vers le MMA qui veulent aller aussi trop vite. C'est qu'il y a tout un processus à suivre. C'est que avant de monter dans une cage, faut être prêt. Et moi, avant de faire monter quelqu'un dans une cage, faut qu'il soit prêt. Ouais. Et du coup, voilà, ils connaissent le chemin maintenant. Ils voient que maintenant, tous les combattants sont complets. Tu vois l'UFC, l'ARES, ils savent tout faire, les gens. Avant, t'avais toujours un truc qui prédominait sur l'autre. Exactement. Mais maintenant, c'est pour ça que les anciens champions, Israël Adesanya, Kamaru Usman, ils gagnent plus. Ah, ils galèrent. Ça fonctionne plus. Tu vois, parce que les combattants, la nouvelle génération, ils savent tout faire. Tout faire, comme il faut. Du coup, pour se lancer, faut être prêt. Faut être prêt dans tous les domaines. Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des combattants ou un combattant que tu admires? Par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais de John Jones. John Jones, Est-ce que c'est de l'admiration ou en fait, tu te dis que tu dois atteindre son niveau, je sais pas? Non, c'est pas que je sais pas d'atteindre son niveau. Je l'admire, c'est que j'apprends de lui. Parce que John Jones, si tu regardes, il fait tout bien. Ok. Il fait tout bien. C'est un perfectionniste. Il sait qui combat, il sait qui va gagner. Et il va faire tout pour gagner. Le mec, il fait pas d'erreur.
Tu vois, il a jamais pris un KO, il a jamais perdu. C'est pas pour rien. Et du coup, moi, je me réfère beaucoup sur lui, vu qu'on est dans la même catégorie et vu qu'on a plus ou moins même taille, même envergure. Du coup, moi, je regarde beaucoup comment il fait, comment il bouge, comment il fait sa défense. Du coup, voilà, c'est un combattant Adesanya aussi. Je regarde beaucoup. C'est qu'il est grand et on a un peu la même corpulence. Et, enfin, j'adore son style. Et du coup, moi, j'aime bien ces deux combattants-là, Adesanya et Adesanya Jones. et Jones. Ouais. Ok, ok. Le podcast il touche presque à sa fin. Mhm. Euh, Si tu avais un micro devant toute la jeunesse africaine pendant 60 secondes, Mm. là maintenant là, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu peux t'adresser à eux directement. La jeunesse africaine, je m'adresse à vous. Je me permets de m'adresser à la jeunesse africaine. Je suis jeune aussi, j'en fais partie. Du coup, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps ou que j'ai compris au fur et à mesure de mon expérience dans ce sport ou dans la vie. C'est que croyez en vous. Ne vous dites pas que vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous avez des parents étrangers, vous avez des parents qui savent pas parler français. Ça doit pas vous bloquer. Ça doit être de vous une force, une vraie force. La force, le fait que nos parents, ils ont souffert toute une vie ici à l'étranger, on doit leur rendre heureux un jour, sortir vraiment victorieux dans le sens où on doit pas nous entendre dans des trucs illicites. Les enfants d'étrangers qui sont dans des trucs illicites, qui sont en prison, qui font des trucs comme ça, ressaisiez-vous. C'est pas trop tard et pensez à votre avenir. Et la seule façon de faire taire les gens, c'est qu'on soit correct dans le droit chemin. Mm. Si on est correct, les gens vont nous respecter. Et si les gens nous respectent, ça va pousser notre continent vers le haut. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous faites. Peu importe votre domaine, essayez d'être les meilleurs. Essayez d'être vraiment la personne que tout le monde va admirer, qui est la référence de tout ton peuple. Quand je vois mon peuple aujourd'hui, le Sénégal, derrière moi, que je vois les commentaires, que je vois les vidéos qu'ils font sur moi, ça me fait plaisir. Et alors que j'ai encore rien fait, il me reste beaucoup de chemin à faire, il me reste beaucoup de chemin à parcourir. Et grâce à votre force, grâce à votre solidarité, vous les Sénégalais, j'arrive à atteindre mon objectif, j'arrive à aller jusqu'au bout de mes rêves. Sans vous, je serais jamais arrivé à mon rêve. Du coup, continuez à me donner de la force, continuez à croire aux jeunes de votre peuple, parce que l'avenir, c'est l'Afrique. Et on va tous retourner un jour vers l'Afrique. Du coup, si vous voyez quelqu'un, un jeune, qui essaie de percer pour son pays ou pour vous-même, pour le peuple, pour vous rendre fier, pour donner-lui la main et ne le sous-estimez pas, peu importe son niveau, encouragez-le tout le temps et soyons solidaires comme on l'est et comme on l'a toujours été. C'est le seul message que j'ai et je vous remercie tout au fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Et merci à vous. Non, c'est moi qui te remercie, Et franchement. c'est un plaisir d'être là, de parler de tout ça. Et Mm. espérons qu'on se revoit, qu'on se reverra, qu'on va se revoir très vite. Ouais. Non, mais franchement, ce plaisir partagé. Hâte de te voir à l'UFC. Ah, on va suivre le bateau. Et Inch'Allah, Dieu il a déjà tracé notre destin. Ouais. On va juste accomplir ce qui est accompli. Et Inch'Allah, Mm. Inch'Allah, ouais. on va y arriver, Inch'Allah. Ouais. Ouais. Très bien, les amis. Comme vous avez pu le voir, le podcast, il est terminé. Mustapha, il a partagé avec vous des pépites, des trucs qu'il n'avait jamais racontés autre part, et ainsi que plein de conseils pour vous. Donc, j'espère que vous saurez en faire bon escient. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.